Merci mesdames, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors la France possède de nombreux atouts en termes de recherche et d'innovation thérapeutique, on le sait. La qualité de ses chercheurs académiques, malgré un budget, dit-on, insuffisant, il faut le rappeler quand même, 2,2% du PIB versus 3% recommandé par l'Europe. Ce qui fait que les atouts aussi, c'est aujourd'hui la volonté des pouvoirs publics et en particulier du président de la République qui veut, ouvrir les guillemets, faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé. Aussi l'implication des industriels du médicament. Mais force est de constater que de nombreux freins persistent. L'un des points clés de l'attractivité concerne la réalisation des essais cliniques, la complexité de leur mise en œuvre en France et les délais encore trop importants sont un frein. Alors c'est ce dont on va débattre avec ces différentes personnes que j'ai présentées. Donc Jean-Yves Blais, je vais le refaire, président d'Unicancer, Jean-François Delfrécy, qu'on connaît bien évidemment par rapport au Covid, mais qui est aussi président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui passe de l'aide active à mourir à l'attractivité de la recherche. Donc belle transition. Directeur de la NRS, l'Agence nationale de recherche SIDA en son temps. Valérie Denuc, donc directeur Europe et Innovation de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Sandra Fournier, donc Moderna France, et Franck Mouton, président de France Biotech. Alors, au niveau de l'attractivité de la France, je vous propose de commencer avec Sandra Fournier. D'abord parce qu'il y a une belle histoire à raconter. Comment vous avez fait avec un autre laboratoire, mais comment tout d'un coup, l'ARN messager, dont certains travaillent depuis très très longtemps dessus, a permis de trouver un vaccin si rapidement. Très rapidement, vous allez nous raconter ça évidemment. Et puis, est-ce que la France a été attractive à ce moment-là ou pas, ou est-ce que vous avez déjà eu quelques difficultés? Je crois que c'est le cas. On vous écoute. 2 minutes, 3 minutes. Oui, parce que je peux y passer des heures. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc Moderna, c'est une société de biotechnologie américaine qui a été fondée en 2010, qui est présidée par un Français, Stéphane Bancel, qui a rejoint Moderna en 2011 parce qu'il a fait le pari de la technologie à l'ARN messager. Et il ne s'est pas trompé. Moi, aujourd'hui, je suis persuadée que l'ARN messager, c'est une révolution. Le champ des possibles est immense et qu'on n'en est qu'au début. Donc pendant 10 ans, Moderna a investi près de 2,5 milliards de dollars dans une technologie qui était prometteuse, sans le moindre produit commercialisé. Donc ça, je pense que c'est très important. En 2019, pour avoir des notions de chiffres, on avait produit moins de 100 000 doses de nos candidats vaccins et solutions thérapeutiques. Donc pour ceux qui étaient actuellement en développement, à l'époque, on avait une vingtaine de produits en développement. Et en 2021, 807 millions de doses produites. Cette année, notre objectif est de produire 3 milliards de doses et les livrer à travers le monde. Donc un véritable, je dirais, au-delà aussi de l'exploit scientifique, succès économique et industriel. Aujourd'hui, on en est à un véritable tournant de notre développement, expansion géographique. On est 6 filiales en Europe, on va en ouvrir 6 autres d'ici la fin de l'année, donc 12 filiales au niveau européen. Et bien sûr, également un tournant de notre développement d'un point de vue implantation. Alors, implantation pour les usines de production, partenariat de recherche et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, les essais cliniques. Extrêmement important. Je suis française, mon président est français et très important pour moi que la France soit reconnue comme terre d'innovation, parce qu'on a un vrai terreau, je pense, d'experts scientifiques et de chercheurs. Alors aujourd'hui, moi je suis arrivée en juin 2021, c'était au moment du CSIS. Je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été extrêmement encourageantes, qui ont été annoncées. Doubler en 3 ans le nombre d'essais cliniques, s'inspirer des meilleures pratiques européennes et bien sûr améliorer tout ce qui était procédure administrative. Donc je trouve ça extrêmement encourageant. Vous me parliez, vous me posiez la question, comment ça se passe pour les essais cliniques en France pour Moderna. Donc aujourd'hui, on a 46 candidats vaccins et solutions thérapeutiques en développement, que ce soit en oncologie, maladies rares, les virus latents, etc. Mais pour un petit exemple, on a un essai contre le cytomégalovirus qui a démarré l'année dernière. Cet essai a pour objectif d'inclure en gros 7000 femmes. Aujourd'hui, le taux d'inclusion est de 40%. Nous, en France, on a inclus le premier patient la semaine dernière. On a mis 10 mois à inclure notre premier patient. Donc,
Typiquement, je pense qu'il faut vraiment accélérer nos procédures administratives, accélérer, rationaliser les démarches auprès des CPP pour vraiment faire que demain, la France soit cette terre d'innovation dont on est si fier. Nous, la France au pays de Pasteur. Voilà, ce que vous dites tout simplement, c'est que l'attractivité de la France n'est pas bonne, hein, pour le dire crûment, tant au moment de la découverte... Je n'ai pas dit ça. Non, mais tant au moment de la découverte du vaccin que maintenant, pour un jour, pendant que un patient plutôt pendant que les autres en ont plein, il y a un défaut d'attractivité quand même. Je ne dis pas qu'il y a un défaut d'attractivité, je dis qu'il y a justement il y a une vraie volonté d'être en France, de faire nos essais en France, de s'implanter en France, et notamment également les usines de production. Moi, je suis en discussion avec le gouvernement français pour discuter d'outils de production en France. Pour les essais cliniques, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on soit compétitif, qu'on inclue rapidement. Et je trouve que c'est l'enjeu majeur. Et alors, juste un mot quand même. Comment, vous n'avez pas trop répondu, comment vous avez fait, enfin Moderna a fait, pour trouver si rapidement un vaccin ? C'est quoi la clé ? C'est BARDA, c'est un investissement fort des États-Unis. Alors, on n'a pas trouvé si rapidement. Ça faisait 10 ans quand même que l'on travaillait sur cette technologie à l'ARN messager. On avait acquis une telle expertise et un savoir-faire qu'effectivement, début 2020, 10 ans qu'on travaillait dessus, lorsque le séquençage de la SARS-CoV-2 a été mis à disposition sur Internet, on a mis 48 heures à fabriquer la molécule d'ARN messager, 42 jours à produire le premier lot de candidats vaccins pour les essais cliniques, et ensuite 9 mois d'essais cliniques. Mais j'ai envie de vous dire, vraiment, on a pu montrer qu'on pouvait accélérer, les pouvoirs publics ont montré qu'on pouvait accélérer les procédures de fast-track. En France, on a vu qu'il y a eu la création d'un comité de pilotage ad hoc des essais cliniques en France. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. Le financement par promesse d'achat futur. Voilà, donc on a montré qu'on était capable d'aller beaucoup plus vite. Et c'est très encourageant. Et ce vaccin correspondait au Covid, parce qu'il y a d'autres maladies infectieuses qui n'ont pas de vaccin. Donc là, il y a une question de chance, parce que le sida, il n'y a pas de vaccin contre le sida. Voyez, donc c'était possible avec ce type de virus. Tout à fait, ça a été possible. On maîtrisait complètement cette technologie à l'ARN messager. Je vous dis, on a mis 48 heures à mettre au point l'ARN messager. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table par rapport à la problématique de l'attractivité. Valérie Denux, donc de l'Agence du médicament. Ensuite, Franck Mouton, qui nous dira ce qu'il pense de cette attractivité. Et puis les médecins, après, Jean-Yves Blais et Jean-François Delfrécy. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, tous les médicaments importants dont doivent disposer les patients français, est-ce que le système français permet de leur fournir? Voilà la question posée. Alors, l'Agence du médicament, est-ce que... écoutez, en tout cas, vous battez votre couple ou pas? Non, je pense qu'il faut toujours tirer des enseignements de tout. Toujours, avec une vision la plus positive possible. Très clairement, le Covid a été un enseignement très très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que on a une vraie volonté de devenir très attractif. Parce que je pense que c'est important de se dire que on est plutôt bien placé dans plusieurs situations. Si vous regardez les essais cliniques du domaine académique, on est premier en Europe. Si vous regardez les essais cliniques interventionnels, on est premier. On a 25% de tous les essais européens. On est troisième d'après le LEM dans les essais cliniques industriels. Donc ce que je veux dire, c'est que la France n'a pas à rougir. En revanche, on a toujours à trouver évidemment des voies d'amélioration et de performance. Moi, au niveau de la NSM, on a une part seulement sur le dispositif pour accompagner bien sûr ces essais cliniques. C'est la part bien sûr de l'autorisation. Et on a mis en place, et on travaille à mettre en place des moyens pour améliorer encore. En particulier, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des promoteurs. L'accompagnement des promoteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont du coup soumettre un dossier qui sera le plus mature possible en termes d'avis scientifiques, en termes de cadrage réglementaire par exemple. On voit une augmentation ces dernières années du nombre de modifications substantielles des essais cliniques. Ça peut avoir deux raisons. La première, c'est le dossier déposé n'était peut-être pas suffisamment mature. La deuxième raison, c'est qu'effectivement dans l'innovation, les choses sont très complexes, souvent avec des technologies qui sont très innovantes et qui parfois demandent
demande bien sûr des ajustements. Donc on a mis en place un guichet innovation orientation qui est un point d'entrée unique par une démarche simplifiée. C'est très simple et évidemment en fonction des questions qui nous sont posées, on propose des réunions de pré-soumission pour le dépôt des essais cliniques. Un deuxième point important qu'on met en place, c'est le fait d'avoir des expertises pointues. Évidemment, on le travaille avec le réseau européen, puisqu'on a le EU Innovation Network avec lesquels on travaille, mais on a aussi tout le travail, bien sûr, avec le nouveau règlement des essais cliniques, on en parlera peut-être, sur des évaluations de plus en plus en work sharing, avec donc des experts. On partage cette expertise pointue. Work sharing, c'est le travail partagé. Hein, oui, ça, pardon. Oui. Directrice Europe, alors du coup, je glisse quelques mots anglais de temps en temps. Mais toujours est-il que oui, c'est partager le travail entre experts. Et puis, je vous donne juste un exemple. Récemment, il y a eu un essai clinique multinational qui a été déposé et personne ne voulait être rapporteur. Et donc, nous, la France, on a accepté d'être rapporteur parce qu'on avait des experts pointus. Du coup, pour nous, c'est aussi un vrai enjeu de développer les expertises dans des domaines sur les médicaments, des thérapies innovantes, par exemple, ou les dispositifs médicaux aussi connectés, etc. Et troisième chose que je voudrais dire, c'est d'avoir des outils évidemment plus performants. On a mis en place au niveau de la NSM des fast track. Le fast track 1, c'est un délai de 40 jours pour l'autorisation d'un essai clinique. C'est quand il s'agit d'un produit innovant ou qui répond à un besoin de santé publique fort. Et le fast track 2, c'est quand c'est une molécule ou une association de molécules qu'on a déjà travaillé au niveau de la NSM, donc on les connaît, et du coup là c'est 20 jours. Et je voudrais dire juste sur les délais, très clairement, c'est 60 jours. Réglementairement, c'est 60 jours. Le nouveau règlement européen a repris ces 60 jours. On est en moyenne à la NSM à 55 jours tout confondu. On est à 43 jours sur les essais cliniques précoces. Je crie pas victoire parce qu'on peut toujours faire mieux, c'est clair. Sur l'exemple que Madame a donné sur le CMV, on a dépassé un petit peu de 10 jours le délai des 60 jours réglementaires, mais en même temps, il y a eu recevabilité du dossier alors qu'en fait tout n'était pas donné, et il y a eu aussi quelques pauses, même si on les compte pas, mais elles sont là par rapport à des échanges de questions et des demandes de délai du promoteur pour les questions. Donc oui, la NSM veut absolument accélérer, favoriser l'innovation. C'est le rôle de ma division et je suis vraiment très impliquée là-dedans, bien sûr. Il faut juste dire que la démarche totale de l'essai clinique, ça met bien sûr aussi en route des partenariats avec les CPP avec lesquels, dans le cadre de règlement essai clinique, on essaie vraiment de créer une dynamique ANSM-CPP. Et puis évidemment, après, il faut inclure les patients. Et donc ça, il faut des établissements. Des expérimentateurs. Et on va y arriver bientôt. Mais comment vous expliquez les difficultés de Moderna, par exemple, sur le CMV que nous a donné Madame Eh bien, c'est ce que je vous dis. Oui. Pour nous, en tout cas au niveau ANSM, on a dépassé de 10 jours à peu près, mais c'est pas grand-chose. Non, pas du tout. Moi, j'assume tout pleinement. La seule chose, c'est qu'il faut être rationnel. C'est-à-dire que quand j'ai demandé aux équipes, OK, expliquez-moi très clairement. Donc là, en l'occurrence, il y a eu des problèmes d'inclusion. Puisque vous l'avez dit, madame, les premiers patients étaient inclus, il y a que 40% seulement d'inclusion. Donc, je crois que tous collectivement, on peut bien sûr s'améliorer, tout faire mieux, mais en tout cas au niveau de la NSM, on s'est doté d'outils très nouveaux. Hein. Et pendant le Covid, on a eu des autorisations en 26 jours. Donc c'est faisable. Alors juste peut-être une incise, pendant le Covid, la France a fait trop d'essais cliniques justement, ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir assez de malades par essais cliniques. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu cette sorte de diffusion et d'atomisation? C'est votre sentiment aussi ou pas? Ça avait été dit à un moment. Je n'ai pas forcément ce sentiment. Alors bon, je trouve que la France a été saluée pour justement le nombre d'essais cliniques qui a été fait. Hier, difficulté d'inclusion. J'y reviens. Hier, j'étais avec la FDA, on a échangé là-dessus et ils étaient assez impressionnés quand même. Après, il y a un autre sujet qui est très important dans les essais cliniques parce qu'on compare, on dit ah mais la Belgique ou l'Espagne ou la France, etc. On compare. Il y a essais cliniques et essais cliniques, c'est-à-dire il y a des essais cliniques avec très peu de patients. Donc c'est un peu plus simple, entre guillemets, à conduire, et des essais cliniques avec des patients très nombreux. Et la France est très promotrice d'essais cliniques larges. D'accord. Alors Franck Mouton, président de France Biotech, vous dites on est sur la bonne voie?
Oui, d'abord, je confirme tout ce que Valérie Denuc vient de nous dire sur tous les efforts qui sont à l'œuvre aujourd'hui et notamment qui ont été arbitrés dans le plan Innovation Santé France 2030 en juin 2021, avec donc là-dessus essayer d'améliorer les différents aspects, les délais ANSM, les délais des comités d'éthique, la qualité des investigateurs, la qualité des experts. Donc tout ça aujourd'hui est en route. On le voit, hein, il y a une vraie progression des délais. Après, il reste évidemment des progrès à faire. Une progression des délais, c'est une réduction. C'est une réduction des délais, c'est-à-dire qu'on est en train de s'aligner par rapport à un certain nombre d'autres pays. Après, restent effectivement tous les enjeux de réduction de la complexité administrativo-réglementaire que la France adore. Et donc ça, là-dessus, on a quand même beaucoup de leviers encore à activer. Notion d'expertise, Madame Denuc l'a mentionné. Les experts pour les CPP, c'est des choses qui vont être en cours et qui vont permettre justement d'avoir beaucoup plus de réactivité là-dessus. Donc on a vraiment progressé. Il y a forcément des cas encore, et c'est regrettable que des cas puissent effectivement peuvent prendre beaucoup plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde globalement, aujourd'hui vous avez 2500 entreprises en France de la health tech, biotech, medtech, santé numérique. Beaucoup sont confrontés aux essais cliniques pour démontrer la sécurité et l'efficacité de ces solutions. Et donc, beaucoup continuent de choisir la France pour pouvoir faire ces investigations cliniques parce qu'il y a, et on le verra à travers les cliniciens, une très forte expertise de nos cliniciens. Dans certains domaines comme l'onco, on est extrêmement bien placé en termes d'expertise clinique et d'investigation clinique. D'autres domaines sont évidemment plus en retrait. À nous d'accompagner ce développement. Et c'est vrai, quand vous regardez les différentes dimensions du plan Innovation Santé, tous ces leviers-là ont été activés, sont en cours justement d'activation. Alors, certains prennent plus de temps que d'autres, la formation des experts, la formation des investigateurs dans différents domaines, les processus administratifs à réduire, une plateforme aussi d'essais cliniques française qui permettent d'indiquer aux patients où est-ce qu'on peut faire son essai, qui on doit contacter. Voilà, ça va mettre un tout petit peu plus de temps forcément, mais quoi qu'il en soit, je dirais que sur les sujets qui étaient vraiment difficiles il y a quelque temps, qui était cet attelage entre ANSM et CPP sur les délais réglementaires, ça a vraiment progressé. D'accord. On est dans la bonne voie, même si on part de loin, comme vous nous avez dit. Jean-Yves Blair, vous avez en pleine forme, vous sortez d'une semaine harassante, parce que vous étiez à la ESMO, hein, le congrès européen de la Société française européenne de cancérologie, où il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de choses. Donc, vous êtes up-to-date pour nous parler du sujet. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Vous me parliez de lourdeur administrative, de carrière hospitalière universitaire. Est-ce que vous avez le sentiment que ça s'améliore vraiment ou qu'on est toujours un peu englué? Je pense qu'on a une forte volonté politique, on a un tissu scientifique qui est de très grande qualité, qui se traduit d'ailleurs pour une certaine efficacité lorsqu'on parle d'essais de grande taille, et une bonne volonté générale pour résoudre les goulots d'étranglement qui sont en série. Maintenant, les métriques progressent chez nous et chez nos concurrents. Oui. Nous sommes sur un terrain international de compétition où au fond, dans le domaine de l'oncologie, la compétition, elle est qui est-ce qui va pouvoir avoir la capacité d'activer le plus rapidement des études. Alors, on parlait d'études avec des grands nombres et des études avec des petits nombres. Il se trouve que l'oncologie garde des études avec des grands nombres, on en a vu d'ailleurs à l'ESMO, mais quand même, une des caractéristiques de cette spécialité, c'est de fragmenter les cadres nosologiques, les classifications des maladies, pour des entités de plus en plus étroites et fines, donc de moins en moins nombreuses. Donc de plus en plus d'importance des études précoces où on de phase 1 ou de phase 2, où un petit nombre de malades sont à mettre. Et là, les délais sont vraiment un enjeu. Et les délais, s'il y a indiscutablement des progrès, les délais se sont améliorés, mais nos compétiteurs ont aussi amélioré leurs délais. Et donc nous, lorsque nous
discutons avec des industriels du médicament qui nous disaient bien, serez-vous intéressés par participer à la prochaine étude de phase 1 ou de phase 2? Ils nous disent, eh ben, bien sûr que nous sommes intéressés tout de suite. Ils disent, bon, vous allez pouvoir participer à l'extension ou éventuellement à la phase 2 parce que c'est un petit peu long pour activer la phase 1. La Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas sont activés. Donc on a une bonne volonté globale et là on voit bien le travail qui a été fait depuis un an pour remonter quelque chose qui a été où on avait perdu. Je rappelle qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions premiers. Nous ne le sommes plus et on est collectivement en train d'essayer de oncologie, la France est encore... En oncologie, je dis. C'est la seule discipline que je connais un petit peu. Ouais. La France est combien aujourd'hui? C'est difficile de dire des chiffres, mais sur les essais précoces, on n'est pas sur le podium de tête, mais on se tient correctement, on n'est pas sur le podium de tête. On va voir des pays frontaliers à nous avant de venir nous voir pour les phases précoces. Ouais. D'accord. Et vous avez des difficultés pour inclure des patients? Non, aucune. Les patients, ils s'alignent. Ils sont même assez désolés de voir que les délais d'activation des études, lorsque c'est grande étude. Par contre, je reviens là-dessus, il y a une très importante mobilisation, et je crois que le tissu scientifique médical pour la recherche clinique en France est tout à fait remarquable. C'est d'ailleurs reconnu par les industriels. On a une capacité, une fois qu'on est activé, d'activer vite. Et ça rend le travail collectif que nous devons faire sur l'accélération des process d'autant plus important. Peut-être un des points clés, on a parlé des expertises, je pense qu'un des points clés probablement à réintroduire de manière vraiment très forte, c'est le rôle des experts qui ne peuvent être que des gens qui font des essais cliniques, j'insiste dessus. En cancérologie, il n'y a pas d'experts qui ne font pas des essais cliniques sur leur spécialité. Ils ne sont pas experts s'ils ne font pas des essais cliniques. C'est comme ça. C'est pas comme ça en France, c'est comme ça dans le monde. Il faut que les experts puissent à nouveau avoir un rôle parce que aussi ce que l'on reçoit comme critique... Mais ça veut dire quoi ça? Il faut que des experts fassent des essais cliniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Si, les experts font des essais cliniques qui puissent être associés au processus d'évaluation. C'était ça mon point. Et parfois, on a des évaluations qui sont... Qui pose problème, parce que de toute évidence, avec ce fameux souci des conflits d'intérêts, nous n'arrivons pas à avancer, à être évalués avec des critiques qui sont pertinentes, que tout le monde a envie de faire. Tout le monde a envie de faire avancer bien le système. Deuxième point que je pense être important, c'est que nous sommes quand même dans une période de crise démographique qui est un peu sans précédent dans le domaine hospitalier et hospitalo-universitaire. Et ça, c'est un enjeu, puisque la recherche, et la recherche de haut niveau, elle se fait dans des cadres, pour ma spécialité dans les centres de lutte contre le cancer ou dans les centres hospitaliers universitaires, ce sont des cadres très particuliers qui doivent continuer à attirer. Et actuellement, la crise démographique fait qu'il y a une moindre attractivité indiscutablement de ces postes. C'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, parce que là, on a un deuxième effet un autre effet goulot d'étranglement qui risque de frapper dans les mois, dans les années à venir. Justement sur ce point, est-ce que, parce qu'à l'hôpital, dans les hôpitaux ou dans les centres anticancéreux, les médecins, ils font de la médecine, ils font de la recherche, ils font de l'enseignement. Est-ce que c'est tenable encore tout ça? Est-ce qu'on peut tout faire? C'est absolument tenable et c'est même absolument souhaitable. On fait de bonnes recherches que si on est sur la crête de la connaissance. Et par contre... Si on soigne et si on enseigne. Et si on soigne et si on enseigne bien ce qu'on fait tout le temps, enfin là où on est sur la crête de la connaissance. Et d'ailleurs, dans les centres de lutte contre le cancer, la moyenne des patients inclus dans les centres de lutte contre le cancer, c'est 15 à 20%. Pourtant, votre question pose quelque chose d'intéressant, qui a une évolution sur le plan sociologique des jeunes générations qui ont plus envie de faire de la recherche et de la recherche de la clinique, moins envie peut-être de faire de l'enseignement, en tout cas de l'enseignement dans des cadres formalisés universitaires. Et ça, c'est un enjeu d'attractivité pour nos universités qu'il va falloir travailler également. Et le recrutement, vous travaillez dans un centre anticancéreux, vous êtes président d'Unicancer, mais est-ce que le recrutement, il arrive à aller jusqu'au fin fond de la France? Est-ce que chaque patient a cette opportunité, cette possibilité de rentrer dans un essai clinique, ou est-ce que c'est quand même encore réservé? Est-ce qu'il y a un enjeu de diffusion des essais cliniques en France? Il y a forcément un enjeu de diffusion, il y a une inéquité profonde sur l'accès à ces médicaments. Mais comme il y a une inéquité profonde d'accès à la médecine tout court, il y a des zones qui sont des zones très défavorisées. Enfin, la France manque de médecins et de soignants. Il y en a qui manquent beaucoup plus que d'autres. Et évidemment, dans ces zones qui manquent beaucoup plus que d'autres, l'accès, le fait de venir est souvent le fait d'une décision individuelle, parce que le patient connaît assez renseigné, la connaissance du terrain. C'est d'autant plus grave en oncologie, quoi, je veux dire. C'est grave partout. Mais en oncologie, ça relevait à une gravité toute particulière, vous avez raison.
Alors Jean-François Delfossy, vous êtes un peu l'œil de Sirius. Vous allez nous donner votre point de vue avec votre multiple expérience sur comment l'attractivité de la France peut être améliorée. Il y a une notion éthique avec les CPP. Est-ce qu'il faut simplifier? Est-ce que ça a été assez simplifié? Quel est votre regard? Moi, c'est un regard mélangé, hein, qui à la fois, j'ai été directeur de la NRS et Agence de recherche nationale sur le sida et les hépatites virales, qui à l'époque, la France était en 2e position mondiale sur la recherche globale, hein, et en termes de niveau de production, alors qu'on a un ratio de 1 à 5 avec les US, et que le ratio du budget de l'agence était de 1 à 50 par rapport au NIAID, la branche du NIH, qui était sur le même type de pathologie. Le deuxième point, c'est que l'innovation, moi je suis un homme de l'innovation, hein, vous m'avez connu sur autre chose, mais je suis quand même fondamentalement dans ma vie un homme de l'innovation. Cela dit, ce n'est pas tout en santé, hein, il faut le rappeler. La médecine telle qu'on la conçoit dans cette matinée ne représente probablement que 25 à 30% de l'impact sur la santé. Les États-Unis qui ont été rappelés tout à l'heure, qui ont été innovants à la fois sur, bien sûr, les vaccins mRNA, sur la seule drogue qui est à peu près disponible actuellement sur le Covid, sur une série de données. Et Arnaud l'a très bien montré, c'est un résultat catastrophique en termes de santé publique. Et la majorité de cette salle qui regarde béatement les données américaines, vous ne voudriez pas vivre aux États-Unis pour une prise en charge de santé. Donc il faut beaucoup nuancer. L'innovation n'est pas seulement ce qui amène en santé. Bon, après ça, comme un peu de coup de cœur de ce matin, j'ai envie de vous dire que la France se fait peur. La France a peur du risque. C'est vrai au niveau des agences, c'est vrai au niveau des médecins, c'est vrai au niveau un peu des politiques quand même, dans une certaine mesure. Et moi, je perçois qu'on est en train de régresser. Hein, je ne suis pas l'optimiste ambiant du tout. Hein. Moi, je trouve qu'on est en train de régresser en termes de positionnement. Et pourquoi? Parce que vous l'avez très bien dit, pour faire de la recherche clinique et des essais thérapeutiques, il faut d'abord être persuadé au plus haut niveau, y compris avec un budget de recherche qui est à minima, mais que la recherche en thérapeutique et en clinique est quelque chose de fondamental, ce qui n'est absolument pas le cas des grandes agences de l'État qui ne pensent pas ça du tout. On est des exceptions à penser ça. Bon. Le deuxième élément, c'est que derrière cette recherche clinique, il faut faire de la bonne clinique. Pour faire de la bonne clinique, il faut avoir les moyens de faire de la bonne clinique. Et on sait dans quel état est actuellement l'hôpital. Bon, Covid a accéléré les choses, mais ça existait déjà. On a remonté, vous l'avez très bien dit, sur les filières de nos jeunes, où ils n'ont plus le temps. Ils ne savent pas où donner de la tête. Hein. Et où donc, dans les aspects de recrutement que vous évoquez, parce que quand on veut recruter, c'est là le point essentiel. Alors les cancéraux est quelque chose d'un tout petit peu à part. Mais dans les autres disciplines, le recrutement, il faut se battre pour recruter. Hein. Eh bien, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils n'ont plus le temps de le faire. Bon, alors ensuite, si je regarde sur... donc voilà, moi je suis pour vraiment qu'on force les feux, qu'on quitte cet aspect de parapluie permanent, qu'on accélère les délais. Je vais vous donner 2-3 exemples tout récents. Là. Parce qu'en sortant de Covid, on peut dire on a tout accéléré, vous l'avez dit, la NSM a fait des choses extraordinaires. Et puis après, on retombe. On retombe sur quoi? Sur la variole du singe. Bon. Et Yazdan Panal, directeur de la NRS-MIE, qui s'est profondément plongé au niveau européen sur l'organisation d'essais, de cohortes, me disait 2 choses qui montrent des éléments bloquants, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Premièrement, sur ce qu'on appelle les MOT, c'est-à-dire ces directives très particulières qui sont données pour la gestion d'agents pathogènes d'une certaine façon. Bon, c'est inimaginable. Enfin, c'est ubuesque ce qui nous attend en France. Entre les données de la DGS et de la NSM, on est dans un modèle qui prend 3 mois de retard par rapport au reste européen parce qu'il y a des directives très très particulières qu'on ne veut pas céder sur la manipulation
d'un certain nombre d'agents pathogènes que l'ensemble des laboratoires hospitaliers de haut niveau manipulent tous les jours par ailleurs. Bon, c'est très technique ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est pour vous montrer que je suis quand même un tout petit peu les choses et qui sont juste après cette période de Covid. Deuxième élément, au niveau européen, les académiques et les agences, par exemple, ont décidé de se lancer dans la même approche qu'ont les grands labos, c'est-à-dire de faire une demande très générale sur les 27 ou les 29 pays européens, en même temps de déposer un dossier par dossier dans tel ou tel pays. Ce qui a été le cas, par exemple, sur une grande cohorte de monkeypox. Eh ben, on reste extrêmement bloqué sur le fait que, par exemple, il suffit que 2 pays ne répondent pas dans les temps voulus, et puis ça bloque l'ensemble du système. C'est-à-dire, on est parti d'une belle idée de quitter 1 + 1 + 1 + 1 pour aller directement à l'ensemble. Et en fait, on a ce blocage-là. Donc ça montre que ce n'est pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, c'est d'ailleurs la même chose pour les carrières hospitalières. Et puis troisièmement, et je termine là-dessus, ça rejoint peut-être la question que vous me posiez avec mon autre casquette d'éthique de la recherche clinique. Ce qui me frappe, et Dieu sait que voilà, on a eu de nombreux contacts avec Moderna et avec l'autre équipe de chez Pfizer. Ce qui me frappe, c'est les aspects de gouvernance. Et en particulier autour de vaccins, il y a eu un effort considérable des sociétés sur la production, vous l'avez très bien dit, c'est magnifique, c'est un miraculeux, hein, reconnaissez-le aussi, c'est miraculeux. Mais il y a eu aussi de la part de l'Europe, finalement, une vision de vouloir commander d'en bloc, en temps voulu, et avec ces commandes qui n'étaient pas que pays par pays. Et ça, on peut le prendre comme quelque chose d'extrêmement positif. Là où je suis critique, et vous le savez parce qu'on en a parlé, c'est qui fait la gouvernance ? Qui va nous donner finalement le type de vaccin, de nouveaux vaccins que nous avons à avoir à l'automne, en particulier sur les vaccins bivalents. Bon. Ce sont les compagnies. Ce sont les compagnies qui ont réuni des experts et qui ont choisi finalement de garder le virus ancestral, plus rajouter de l'Omicron, d'abord du BA1, BA2, puis ensuite du BA5. Bon. Est-ce que c'est vraiment le bivalent dont on avait besoin ? Ou est-ce qu'on avait besoin d'un bivalent qui était plutôt le virus ancestral avec un variant qui aurait été avec un facteur de gravité beaucoup plus élevé, qui nous protège encore plus contre la gravité. C'est un vrai débat. Bon. Que les compagnies ont mis un peu dans un coin parce qu'il fallait foncer, c'est l'avantage que vous avez, vous foncez. Et là, je crie au secours en disant c'est le boulot typique de l'OMS. Et l'OMS l'a fait, et c'est avec les directives de l'OMS, c'est-à-dire une organisation mondiale de la santé. Vous avez vu qu'on est passé de la France à l'Europe et maintenant avec cette vision mondiale, qui le fait sur la grippe, qui le fait sur un certain nombre d'autres grands vaccins. Et là, l'OMS vient de baisser les bras. Vient de baisser les bras en laissant à l'industrie pharmaceutique le soin de nous dire finalement, eh ben, on a choisi tel bivalent et c'est là-dessus qu'on va aller sans avoir une vision globale de l'expertise. Et ça, vous savez, je vous l'ai dit et je le regrette profondément. Alors Jean-François Delfraissy, vous plombez l'ambiance ? Non, je dis ce que je pense, comme toujours. Non, je plaisante. Non, mais en tout cas, sur le côté, est-ce qu'on est bon, pas bon On est bon. On est bon, mais il faut nous donner les moyens d'être bon. Voilà, exactement. Alors, Valérie Lenux, vous avez été interpellé quand même. Par rapport à ce que disait Jean-François Delfraissy, et puis aussi, et puis après, évidemment, on écoutera. Allez-y. Non, mais écoutez, déjà, je respecte très profondément monsieur le professeur Jean-François Delfraissy. Et il y a le ressenti qui est important. Le ressenti, ça prend toujours racine dans des faits, hein, donc j'ai pas de difficulté avec ça. Ceci étant, je le redis, il y a une vraie volonté de tirer tous les enseignements. Il y a une vraie volonté de faire avancer l'innovation française. On se donne les moyens au niveau de la NSM. Je pense qu'il y a des choses probablement encore à améliorer. On travaille beaucoup avec l'Europe, avec une dimension européenne qui, à mon sens, est
indispensable pour l'innovation. D'abord, encore une fois, les sujets sont de plus en plus complexes. Le fait d'avoir de la collégialité, je dirais quelque part, ça libère aussi pour l'accompagnement, dans le sens où on va être très en proximité des promoteurs pour les accompagner. Ça, c'est complètement nouveau pour la NSM. Vraiment, cette ouverture, le projet ouverture de la NSM, il date de 2 ans. Il est très, très récent. Donc, ça va nous permettre vraiment d'avancer dans cette dynamique. L'Europe, c'est évidemment indispensable pour les laboratoires. Je veux dire, c'est pas la même chose quand même, un marché européen que purement français. Les données, l'exploitation des données, les données en vie réelle, les données cliniques, toutes ces données-là, il vaut mieux l'avoir pour 300 millions de personnes que pour 70. Voilà. Donc, oui, bien sûr, je pense qu'il y a des choses encore à faire avancer. Tout est récent, ça fait 2 ans, donc on va y aller tous ensemble. D'accord. Jean-Hugues Blais, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire, les goulots d'étranglement sont en série. Donc régler un problème impose de régler le problème suivant si on veut que les métriques changent. Donc les métriques progressent, mais il faut régler tous les goulots d'étranglement. Et effectivement, il y a des progrès que l'on voit, qui sont objectifs. Et le deuxième point que souligne Valérie Denuc, c'est effectivement, il faut changer la perception. Et pour changer la perception, les industriels, les partenaires, on est sur une compétition darwinienne, que le meilleur gagne. Et ce n'est pas état de mots. Ouais. Il regarde les chiffres. Et à l'arrivée, les chiffres, c'est les nombres des patients, la qualité des données, bien entendu, et puis la vitesse d'exécution. Donc si on ne règle pas les goulots d'étranglement en série. Alors, ce qu'on fait sur chaque table ronde, c'est un tour de table de conclusion. Quel est le point le plus important qu'il faudrait actionner pour débloquer, bloquer les nœuds. Mais un petit mot quand même sur votre perception de ce sentiment d'amélioration du système français, de l'attractivité. Moderna n'investit pas trop en France, j'ai l'impression, les usines, les centres de recherche. On a une vraie volonté, moi je vous l'ai dit. Oui, mais une vraie volonté. de la volonté, on veut des preuves d'amour, nous, on veut pas on veut pas parce que là c'est un peu, on a la volonté de. Non, on est vraiment en discussion. Mais est-ce que vous avez, aujourd'hui ma question, est-ce que vous aurez assez d'arguments pour convaincre, comme vous dites, le global, ça, la maison mère? On a des forts arguments. On était encore, pour ne pas dévoiler, en réunion hier avec le gouvernement pour discuter d'outils de production en France. Donc c'est du réel. Ça va venir. Voilà, donc c'est du réel, c'est en discussion. Les partenariats de recherche, bien sûr. On parlait du professeur Yazdan Pana. On est en discussion avec lui, si ce n'est quotidiennement, enfin, en tout cas très régulièrement. Et bien sûr, les essais cliniques. Pour répondre à Monsieur Delfrécy, vraiment, je peux dire que la marque d'ADN de Moderna, c'est vraiment la prise de risque. Et je pense qu'on l'a montré. On s'est lancé à corps perdu sur cette technologie. C'était l'administration qui était visée, je pense. L'ARN messager qui est vraiment prometteuse. Et typiquement, notre plateforme à l'ARN messager, elle nous permet de nous adapter extrêmement rapidement. Vous l'avez dit, le virus, il évolue, il mute, il y a l'émergence de nouveaux variants. Donc notre plateforme nous permet de nous adapter. Les bivalents, on les étudie depuis le début de la pandémie. C'est pour ça qu'on a fait un bivalent pour cette rentrée, donc le bivalent 214, qui inclut à la fois souche ancestrale et variant Omicron, et permet d'avoir une couverture plus large sur tous les variants. On attend l'avis de la HAS sur ce... Exactement, on attend l'avis de la HAS. Une fois l'avis de la HAS, c'est combien de temps pour que la prescription soit possible? Alors notre produit bivalent est déjà présent sur le sol français. On attend que l'avis de la HAS pour le déployer dans les autres usines. C'est incessamment sous peu. D'accord. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc il va y avoir des usines de production Moderna en France, c'est ça, vous nous avez dit? Je me bats pour ça. Bon, il y a une vraie volonté de notre président aussi qui est français. Ah oui, c'est temps, voilà, donc ça lui tient à cœur. Marseillais en plus. Un petit tour de conclusion de la table ronde, Franck Mouton. Donc en conclusion, qu'est-ce qui paraît par rapport à la discussion le plus important sur lequel il faut agir parce que comme disait M. Blais, il y a de la concurrence qui monte aussi, donc c'est continu. Tout à fait, tout à fait. Et là-dessus, je dirais que l'accélération de ce qui est en cours aujourd'hui, je pense, on parlait de gouvernance, le guichet innovation et orientation est pour moi une transformation de la gouvernance, parce qu'accompagner les entreprises le plus tôt possible dans leurs choix, c'est aussi permettre d'influencer les choix par rapport aux enjeux sanitaires et aux enjeux économiques de la France. Donc ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur.
On l'a mentionné, la data en santé va être clé pour la suite, les nouvelles méthodologies cliniques également, et donc il faut réellement se mettre dans cette course-là, et pour rejoindre Jean-Yves Blais sur cette compétition internationale, il faut absolument qu'on soit là-dessus le plus tôt possible sur ces nouvelles méthodologies cliniques qui permettent aussi d'accélérer le recrutement, de faciliter les études en vie réelle. Et puis il y a aussi le côté décentralisé des études, c'est-à-dire les études réalisées en ville, les études qui permettent de soulager le système de santé, et ça fait partie de l'attractivité des talents pour moi, c'est-à-dire que plus on arrivera vite à mettre en œuvre ces nouvelles méthodologies et les études décentralisées, plus vite effectivement on arrivera aussi à faire en sorte que les médecins soient impliqués dans cette recherche, parce qu'on va les soulager en termes de caractère opérant. Voilà. Sandra Fournier, un mot de conclusion. Moi, je dirais, pour renforcer l'attractivité de la France, déjà, vraiment réduire les délais administratifs, de manière à ce que ce soit plus rapidement mis en France, et favoriser l'inclusion des premiers patients de manière compétitive par rapport à aux autres pays européens, et aussi rationaliser les démarches au niveau des comités de protection des personnes. Ça fait beaucoup. C'est pas gagné. Alors, du côté de l'agence de l'innovation, elle va avoir le jour ou pas? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à vous que je la pose. Je vois bien. Écoutez, je ne sais pas. Toujours est-il que je pense que c'est en cours. Bon, ouais. D'accord. Alors, conclusion. Donc la conclusion, c'est que l'ANSM est vraiment à un moment de changement dans le cadre de l'ouverture, avec une dynamique d'accompagnement qu'il faut vraiment retenir. Et on a bien conscience que, notamment dans le cadre des évaluations, par exemple, on va devoir inclure des nouvelles méthodes avec des données, vraiment, par exemple, les données brutes, avec les données en vie réelle, avec toutes ces données nouvelles, toutes ces technologies nouvelles, telles que l'intelligence artificielle, telles que la numérisation, bien sûr les thérapies géniques, les séquençages, les fabrications en point of care. Enfin, j'arrête là. Et mon dernier mot. Sur tous ces sujets. Ah oui, moi je trouve que c'est très important de marcher devant. Voilà. Donc, le dernier mot pour moi, c'est que l'ANSM aussi, c'est son ADN, la balance bénéfice-risque. Donc, on en fait tous les jours, et la réforme des accès dérogatoires en est un exemple. Donc on a mis en place la possibilité d'accéder à des produits qui n'ont pas encore l'AMM, et ça c'est quand même un challenge majeur sur l'évaluation du bénéfice et du risque. D'accord. Jean-François Delfoissy. Non, moi j'ai envie de dire que, bon, évidemment ça va bouger, je vais rester sur une note un peu plus optimiste, que probablement les méthodes aussi de mise en place des essais de phase 2 et 3 qui sont en train de bouger là en ce moment beaucoup, vont permettre en effet d'aller plus près des patients, d'aller plus près des citoyens. Et c'est fondamental que notre modèle conserve au minimum l'égalité, et c'est même d'aller vers une certaine forme d'équité, c'est-à-dire que les patients qui en ont le plus besoin soient le mieux pris en charge, entre guillemets. Ce qui n'est pas dans notre modèle français qui est construit avec ce modèle de l'égalité vis-à-vis de la santé. Donc c'est un point qui est quand même très fondamental dans notre système de soins, très différent de pays qui sont beaucoup plus dans l'innovation, type les US par exemple, mais pas que, et qui est quand même un bien précieux qu'on doit conserver. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, avançons, innovons, avec des coûts de médicaments qui sont faramineux de ce qui nous attend, mais c'est un autre sujet, mais gardons l'égalité. Jean-Yves Blais, le mot de la fin du clinicien. Je suis optimiste. Il y a une volonté politique, il y a une volonté administrative, il y a du travail, et on a un terreau fertile. Mais il ne faut pas se payer de mots, il faut des métriques sur l'ensemble du dispositif qui soit respecté, l'ensemble du dispositif, pas qu'une agence qui fait bien, le goulot d'étranglement qui nous amène à 30 jours, c'est ça qu'il faut. 2, on n'a absolument pas parlé, mais je le dis quand même, l'accès aux médicaments innovants pour le patient français, après les essais cliniques, est un élément clé pour avoir les médicaments suivants. Et ça, il faut qu'on y travaille. Et troisièmement, là je vais me faire des amis, 100% d'augmentation d'entrée en deuxième année de médecine et en deuxième année d'école d'infirmière, tout de suite. Dites-le plus clairement. C'est à doubler le nombre d'étudiants qui passent en première et deuxième année, passer à 20 000.
Je ne sais pas à combien ils sont. Je 12, sais, ils sont 12, je sais là, simplement que ces 5 prochaines années, on va perdre à peu près 5000 par an. Oui. C'est pas comme ça qu'on va innover. Donc il faut carrément augmenter la formation des médecins et des infirmiers. De manière massive, pas 20-30%. C'est des maths, hein. C'est des maths. Oui, Tout le monde a les chiffres. On va avoir pléthore en 2035. On aura de la chance si nous avons pléthore en 2035. D'accord. Ça se présente pas Non, comme vous ça. avez raison, bien sûr. Merci mesdames, merci messieurs. On peut applaudir.